pense qu'il y en a beaucoup parce que vous avez à la fois une expérience de terrain, vous avez une expérience de gestion de projet, vous avez une expérience de gestion d'équipe, et vous avez une habitude de tout ce qui est, je dirais, manier aussi des fonctions support. Donc il y a de la place pour des humanitaires qui auraient envie de venir dans des structures comme les nôtres. Moi j'avais envie de mettre en avant les freins que j'ai déjà un peu soulignés. Les freins, c'est ce que je disais sur voilà, des personnes qu'on va aborder peut-être de manière plus individuelle, moins massive que vous pouvez avoir à y faire quand vous avez à gérer des grandes crises. Autre chose, on fait beaucoup d'hébergements à Aurore, et moi je considère que le cadre de l'hébergement, il est un cadre contraignant. Typiquement, comment on gère des personnes violentes, des personnes qui ont des comportements complexes pour le groupe, quand on gère de l'hébergement. C'est que pendant très longtemps, par exemple, les centres d'hébergement excluaient les personnes qui picolaient. Tu rentres bourré, tu picoles dans le centre, t'es viré. On est sorti de ça aujourd'hui, et on est plutôt dans un travail, de plus en plus en tout cas, un travail qui tend à travailler sur la réduction des risques, et donc faire avec, composer, négocier, plutôt que l'exclusion. Mais c'est quand même des choses qui, dans certains centres, laissent une empreinte, et donc c'est un sujet qui n'est pas complètement réglé partout. Troisième frein, c'est quand on bosse pour un gros opérateur, entre guillemets, 2000 salariés, ça commence à avoir une certaine taille, c'est vrai qu'il faut arriver à se positionner là-dedans, on en parlera peut-être, faire avec les contraintes, le processus, les process que met en place, qui sont aussi les comptes que nous avons à rendre, et peut-être qu'on peut avoir le sentiment de perdre un esprit militant. Là encore, je parle de ma place, ça vous dit peut-être rien, parce que peut-être que cet esprit militant, vous-même, vous ne le sentez pas tous les jours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut exister. Et puis là, on n'est pas à des milliers de kilomètres, on est quand même dans un microcosme plus restreint. Corinne part au Mozambique, moi je devrais aller demain voir la mer du 5e parce qu'on a quelqu'un qui a pété un câble hier dans la mairie d'arrondissement. On ne fait pas les mêmes trajets, quoi. Donc on est évidemment plus sous le regard. On est aussi des opérateurs de l'État, puisqu'on vit essentiellement de fonds publics. Ça veut dire qu'on se rend compte avec ce que ça peut supposer parfois de difficile. Donc ça c'est les freins. Du côté des avantages, moi je suis totalement persuadé que ce secteur social qui a donc beaucoup vécu longtemps avec des infirmiers, des éducateurs spécialisés de l'assistance sociale, a tout à gagner à faire venir des gens qui ont d'autres parcours, d'autres cultures, d'autres itinéraires. Je pense que c'est un enrichissement parce qu'il nous oblige, nous, à nous interroger aussi sur, justement, les pratiques que nous avons, le regard que nous avons sur l'autre, et automatiquement à faire évoluer ces postures qui, parfois, ont été trop figées, parfois ont été des postures très inspirées, on va dire, de méthodes psy, et donc beaucoup sur le travail individuel en délaissant un peu le groupe. Et je pense que l'apport que des gens qui ont vos parcours, un des apports en tout cas, peut-être ce regard différent, et ce travail qui s'adresse peut-être plus au groupe avant de s'adresser à l'individu, ce qui ne veut pas dire qu'on perd de vue l'individu, parce que ça c'est quand même ce qui est important, c'est de continuer à pouvoir savoir qui est le témoin de la vidéo tout à l'heure, comment il s'appelle, quelles sont ses envies. Moi j'ai eu très peur quand on a commencé à accueillir de manière massive les premières évacuations parisiennes dans les années 2015 de ces futurs demandeurs d'asile, puisqu'on se trouvait tout d'un coup avec une masse de gens qui passaient par des gymnases, et dans le gymnase, le risque que tu as, c'est que quand tu as 150 personnes qui sont arrivées comme ça et qui vont partir très vite, c'est d'oublier qu'ils s'appellent tel et tel, et d'être dans une gestion au numéro, voire à la boule rouge ouverte, comme faisaient des collègues pour essayer de faire rentrer des personnes dans leur accueil de jour, et devant la masse avaient choisi un système de loterie parce qu'ils ne pouvaient pas faire rentrer tout le monde. Ça c'est vraiment ma grande inquiétude. Donc, comment on n'oublie pas notre humanité au passage. Voilà, je vais m'arrêter là, ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup Eric. Il y a aussi des mobilités et des passerelles qui sont assez
assez facile, hein, dans la mesure où on est sur des métiers qui sont vraiment des métiers très transversaux. Et alors il y a des spécificités RH qui sont liées au domaine du social en France, évidemment, mais je pense que c'est aussi des compétences qui sont faciles à faire valoir dans le secteur. J'ai des exemples de personnes qui sont passées, notamment au groupe SOS, personnes qui ont travaillé dans l'humanitaire et qui ensuite se sont ce type de poste. Bon, moi je connais bien Ludo. Je pense qu'il y a, s'il y a un conseil que je peux te donner si tu veux définitivement quitter l'SF, ce qui m'ennuie beaucoup. Je me porte garant pour lui. Vous avez des postes pour voir, vous pouvez y aller. Évidemment, tu as eu des postes coordinateurs logistiques. Je pense qu'il faut que tu mettes en avant surtout la notion de coordination. Je veux dire, tu es bien plus qu'un logisticien, tu es quelqu'un qui fait du management, qui fait de l'opérationnel, qui est capable de faire de l'analyse. Et ça peut être un chef de service, ça peut être un directeur dans l'établissement, enfin peu importe, mais oublie cette notion de logistique parce que je pense que tu vas te tromper et tu risques de perdre du temps. C'est ton expérience professionnelle, oui, mais en termes de CV ou en termes d'explication de texte devant, si tu arrives à avoir des entretiens, oublie cette notion de logistique. Mets en valeur ta notion de coordinateur, ta capacité à coordonner des activités, à gérer du personnel, à prendre les bonnes décisions, pas toujours, mais à prendre des décisions. Ça, je pense que c'est super important. Merci, parce que tu... Ouais, juste pour compléter, hein, j'ai aucun doute sur le fait que les compétences humanitaires sont vraiment transposables hyper facilement. Après, il y a toute la question du vocabulaire, mais comme dans tous les univers, hein, c'est vrai que le fait d'arriver dans le monde du social, moi j'ai le souvenir d'avoir été quand même très discret pendant les premières réunions avec toutes les équipes, parce que forcément c'est un vocabulaire qu'on ne maîtrise pas, donc il y a une vraie remise en cause. Enfin, c'est un peu des directeurs, il faut juste au début faire un peu semblant de comprendre ce qui se passe, et puis ça vient un peu avec le temps. Mais moi aujourd'hui sur mes 8 chefs de service, j'en ai pas un seul qui a le CAFARUIS. C'est beaucoup, c'est tous, et c'est pas que des humanitaires non plus, il y a de tout, mais moi je pense pas du tout que ce soit un impératif. C'est des gens vraiment super compétents. En revanche, c'est vrai qu'il y a une volonté de normalisation. On a eu la visite de la DRIL, qui est notre financeur principal, la semaine dernière sur le CPH, et qui a clairement noté le fait que ni le directeur n'avait le CAFDES, ni les chefs de service n'avaient le CAFARUIS. Donc on a dit qu'on avait les équivalences en termes de diplôme, niveau 1, niveau 2. J'ai un petit doute, clairement ils n'étaient pas hyper satisfaits, j'attends le rapport. Je ne sais pas si on sera en poste encore la semaine prochaine. Mais oui, il y a une tension, mais moi je vraiment repasser le cap pour des gens qui ont déjà un ou deux masters, c'est souvent le cas des humanitaires, de repasser le CAFARUIS ou le CAFDES, je trouve ça... c'est une connerie. C'est une connerie, ouais. Alors, je me permets de rebondir parce que du coup, effectivement, après plusieurs années sur le terrain, des diplômes, en veux-tu, en voilà, se posait la question pour moi, effectivement, est-ce que je passais le CAFDES ou pas, mais non, parce que c'était 30 mois, c'était trop long, donc j'ai choisi une formation plus courte, que j'ai financée moi-même par mes propres moyens, parce qu'elle est chère, hein, mais de retour de terrain, enfin, etc., avec toutes les applications que j'avais, mais en tout cas, voilà, je pense que je me sens plus à l'aise, personnellement, et même avec des personnes du terrain, du secteur médico-social ou social, j'étais aussi en concurrence, voilà, c'est quand même compliqué au niveau des recrutements. Sur le premier point, ce qui compte, c'est surtout d'avoir un diplôme de niveau 2, équivalent 2. Mais là, je suis confronté, par exemple, en ce moment, un directeur est parti diriger les ESAT. Son assistante, qui était là depuis des années, a naturellement pris le poste pour nous. Et là, on se retrouve rattrapé parce qu'on nous dit, bah non, elle n'a pas le diplôme de niveau 2. Elle a fait son bac, un bac techno, puis après elle a fait autre chose de sa vie. Elle a une expérience, je veux dire, elle a plus de 20 ans chez nous. Et ben, donc elle va devoir rentrer en VAE avec un petit risque au passage de ne pas pouvoir exercer. Donc il y a un vrai sujet sur la VAE, à un moment, au moins par la VAE, en tout cas, à rattraper l'équivalence de ces diplômes-là, parce que oui, pour le coup, c'est très normé. Sur ces sujets, notamment avec nos fédérations, mais on est face à des
des métiers qui se sentent attaqués et menacés. Donc dans ces moments-là, qui sont des moments d'évolution et de changement, la tendance est plutôt au repli et à la défense corporatiste de son précaré. Or, tout démontre que ces métiers ne survivront que si, enfin ces métiers du social, hein, je dirais en ce sens-là, que s'ils s'ouvrent à d'autres, parce que viendra voilà, d'autres expériences, d'autres lumières. Mais c'est compliqué parce que c'est un boulot à faire, d'abord avec pas seulement avec le ministère qui finalement ne fait qu'entériner parfois, y compris de longues discussions avec les corps intermédiaires. Donc c'est les corps intermédiaires qu'il faut convaincre, c'est aussi les salariés de nos équipes qui ont tout intérêt. Alors pour le coup, l'arrivée, enfin ce travail qu'on fait, je dirais de manière plus massive aujourd'hui avec les publics demandeurs d'asile, convainc un peu. Parce que tout bêtement, quand arrivent les Soudanais, si dans tes équipes, tu n'as pas des mecs qui parlent au moins anglais et si possible un peu arabe, et ben ça ne va pas passer. Si tu n'as pas un peu de juriste, ça ne va pas passer. Et à un moment donné, les équipes sociales elles comprennent qu'il ne faut pas simplement une assistante sociale et un éducateur spécialisé qui ont fait 20 ans d'IME avant. Il faut d'autres publics. Voilà. Donc ça nous contraint aussi à bouger, mais c'est vrai qu'on est dans une période, c'est pas que dans ce secteur-là d'ailleurs, on voit bien que la tentation du repli sur soi, bon, elle est aussi très défensive. À nous de démontrer que c'est plutôt une richesse. Préfigure sans doute ce que seront ces institutions demain. Il y a plusieurs choses. On est quand même dans ce secteur social, médico-social, très prisonnier avec un certain nombre d'intérêts, mais aussi des inconvénients, de conventions collectives qui ont été bâties sur des métiers. Et objectivement, aujourd'hui, il y a aussi des organisations syndicales qui s'accrochent à défendre le métier, ce qu'on peut entendre aussi par certains côtés. La question, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être plus ouvert, notamment plus ouvert parce que la massification de la demande fait qu'on est aussi, là où on était dans du Slow is Beautiful, on est maintenant dans des grosses unités. Les unités dont il parle, c'est 300 personnes, c'est 400 personnes. Ce qui n'était pas imaginable encore il y a quelques années. On a installé un centre en modulaire, porte de Bercy, il y a pareil 350 places, on a fait des acteurs économiques. Alors il y a une nouvelle logique qui s'imprègne, mais d'une part, donc oui, il fallait souvent aller passer des équivalences, que Christelle racontait, et deux, je pense qu'il y a aussi, c'est un métier beaucoup plus, qui fonctionne beaucoup plus cloisonné quelque part. C'est-à-dire que le chef de service, il y a encore 10 ans, moi, les chefs de service, quand je suis arrivé en Rome, me disaient, un chef de service est là pour faire les plannings et le rapport d'activité. Donc c'était hyper fractionné. Là aussi, on est en train de bouger, mais on n'a pas bougé partout, dans le secteur au sens large.